l'exploitation des minéraux devient pour le Mali une grande option stratégique faite par les autorités pour développer entre guillemets les pays. Donc c'est un véritable mirage, hein. Disons depuis 2 décennies maintenant, hein, depuis une vingtaine d'années, il y a une orientation très résolue, très déterminée des autorités maliennes pour développer, exploiter les richesses minières du pays dans le cadre d'une politique économique néolibérale tournée vers la priorité accordée à l'investissement privé tous azimuts et au libre-échangisme, c'est-à-dire à l'ouverture tous azimuts aussi des frontières, aux échanges, pour attirer aussi les investisseurs internationaux, leur créer toutes les facilités et tous les avantages afin qu'ils viennent investir dans le pays. Donc ça donne un cadre et des conditions d'exploitation très défavorables pour le pays et pour ses populations. Nous avons un cadre législatif et réglementaire extrêmement laxiste, lénifiant et tellement favorable au niveau du régime fiscal, du régime douanier pour les investisseurs que le Mali est devenu un Eldorado. Ce pays a grand potentiel minier, d'abord l'or, puisque le Mali est troisième producteur d'or du continent africain, avec une performance de 50 tonnes d'or par an, sans compter la production artisanale qui varie entre 4 et 5 tonnes aussi d'or par an. Ensuite, il y a énormément d'autres réserves minières stratégiques, telles que l'uranium, dans le sud-ouest du pays, notamment dans ma commune natale à Faléa. On a évalué des réserves de 5000 tonnes, mais aussi dans le nord du pays, dans la région de Gao et de Kidal. Il y a des sites miniers qui sont en exploration. Donc il y a la bauxite, de grosses réserves de bauxite à l'ouest, toujours dans ma commune natale, plus de 430 millions de tonnes de réserves. Et puis, bien entendu, du cuivre, du plomb, et puis du pétrole et du gaz dans le nord et le nord-est. Gao, le bassin de Taoubéni, la région des Nara, etc., etc. Donc, dans ces contextes miniers, l'État met en place une législation et une réglementation qui est vraiment du beurre pour les investisseurs internationaux. Et l'État lui-même s'interdit d'être actionnaire majoritaire dans l'exploitation de ces ressources minières. Il se fixe une limite de 20%, avec 10% d'actions gratuites quand même, et soi-disant prioritaire. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et donc toute la liberté pour les investisseurs, là, les exploitants, d'exporter les produits, de rapatrier leurs bénéfices, donc pratiquement de ne quasiment rien payer, quoi. Et l'État est dans une situation aussi de conflit d'intérêts, puisqu'il est actionnaire, il doit aussi prélever disons les revenus, la fiscalité sur les produits des travailleurs, en fait, disons sur les salaires des travailleurs qui sont employés par ces activités minières. Et en même temps, c'est lui qui doit protéger l'environnement, qui doit protéger les populations, etc. Alors ça donne quoi? Ça donne des dispositifs de suivi et de contrôle tout aussi lâches, laxistes, par l'État, par ces structures techniques qui sont créées formellement mais n'ont pas de crédit pour fonctionner. Donc rien ne se passe sur le terrain.
Et par ailleurs, l'information sur les ressources minières, sur leur exploitation, les revenus, les répartitions, tout ça est disponible, bien structuré pour les exploitants industriels, pour les multinationales. Et par contre, l'accès est extrêmement difficile pour les populations, pour les médias. Parce que c'est rendu cher, ça coûte cher, les procédures sont très compliquées, ou c'est carrément la rétention de l'information autour des contrats miniers, des concessions qui sont accordées aux multinationales étrangères. Ces contrats et ces concessions comportent des clauses de confidentialité qui ne sont pas rendues publiques. Voilà, donc on est dans un contexte finalement où on vient de l'étranger comme au beau temps de la conquête coloniale dans les années 1884-1885, au moment du partage de Berlin, où vraiment on arrive de partout, des sociétés privées, des aventuriers pour faire affaire, on découpe les pays, on se partage voilà, les ressources du pays, et puis on les extrait et puis on les exporte. Voilà. Les populations sur place n'en bénéficient pas, ne participent à rien. Les procédures mises en place de consultation publique, soi-disant démocratiques, en fait ne sont que des mascarades, dans la mesure où les communautés locales n'ont pas l'information préalable, ne connaissent pas la réglementation, ne connaissent pas le contenu des contrats et donc des permis qui sont accordés aux exploitants. C'est à la fin de l'étude d'impact environnemental réalisée par la société minière qui commande une autre entreprise. C'est à ce moment-là donc on fait venir les représentants des populations pour les faire approuver l'intervention en miroitant quelques réalisations que l'État n'a jamais pu faire depuis l'indépendance dans ces régions minières, c'est-à-dire des écoles primaires, des structures de santé de base, quelques petits fonds de microcrédits pour les femmes ou pour financer les maraîchages, bref, la survie des populations. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on les embarque dans cette procédure d'exploitation. Donc des concessions de plusieurs années, 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, avec les conséquences néfastes sur l'environnement, puisqu'il n'y a pas de cahier des charges extrêmement rigoureuses, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions. Donc les compagnies saccagent l'environnement, polluent donc l'air, les eaux, mais aussi spolient les paysans de leurs terres qu'ils occupaient pour cultiver ou pour faire de l'élevage. Donc les sources d'eau, je l'ai dit, mais aussi déforment les paysages. C'est vraiment des machines gigantesques qui arrivent pour défoncer la terre, retourner et casser des montagnes, laisser tout dans la désolation. Et à la fin de l'exploitation, les expériences sont maintenant assez variées et nombreuses au Mali. À la fin de l'exploitation, la remise en état du site n'est pas du tout faite. Les compagnies sont suffisamment puissantes pour s'en aller sans que l'État, le gouvernement faible ou corrompu d'un État africain puisse les obliger à le faire. Et donc voilà les conditions. Il n'y a pas de perspective de reconversion, d'alternatives professionnelles pour les populations. Alors que après l'exploitation, les activités traditionnelles de la petite économie deviennent impraticables. On ne peut plus faire l'agriculture. Donc les effets vraiment sont tout à fait irréversibles. Et l'État n'est pas là pour soutenir, parce qu'on n'a pas mis en place des fonds pour financer
un développement durable après. Donc l'État, évidemment, est complètement inefficient et même irresponsable à cet égard. Donc voilà en gros les conditions de l'exploitation des ressources minières. Donc de fabuleuses potentialités minières, mais mal exploitées selon des politiques et des stratégies non seulement inefficaces, mais mal inspirées, vraiment. Et je pense que, pour tout dire, on peut parler plutôt de malédiction pour l'instant, jusqu'à ce que vraiment des forces véritablement démocratiques puissent maîtriser le processus et le faire réaliser au profit du pays et de ses populations.